Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition d'information sur Spectrum Télévision. Un seul titre dans ce journal, phénomène d'explosion de bombes artisanales dans la capitale politique du Cameroun. La psychose pourrait affecter les faits et gestes des habitants de la ville de Yaoundé, une attitude à laquelle on ne devrait pas arriver. Tel est l'avis du géostratège Raoul Soumo. Sa réaction est à suivre dans le 20h. Une fois de plus, bonsoir, madame, monsieur, il est 20h. Le personnel de l'Assemblée nationale est à l'école d'apprentissage de l'usage de l'outil informatique. Ce jour a été ouvert à l'Institut panafricain d'informatique avec en prime la séance de formation du personnel de la Chambre basse, non pas seulement sur l'usage de l'outil informatique, mais aussi sur l'usage du français et de l'anglais. Un reportage. C'est la deuxième phase d'un programme de formation qui a démarré au mois de juin dernier avec les députés. Les élus de la nation avaient alors été recyclés sur l'usage de l'outil informatique et des deux langues officielles. Cette fois, c'est au tour du personnel de l'Assemblée nationale de passer à l'école du savoir et du savoir-faire. Il y en a qui parlent l'anglais déjà, il y en a qui ne parlent pas l'anglais. Donc avec une telle formation, ça va les permettre d'acquérir quand même les expressions, les vraies expressions d'anglais et de français afin de pouvoir les permettre de bien remplir les fonctions à l'Assemblée nationale. Et sans informatique, sans bilingue, vous ne pouvez pas réussir à l'informatique. Informatique, c'est le corps de tout dans le pays. Et donc, quand vous êtes bilingue, vous pouvez performer, vous pouvez exécuter votre fonction très bien dans bilingue, dans anglais et français. La formation se déroulera ici au campus de l'Institut africain d'informatique. Elle concerne une centaine de cadres de l'Auguste Chambre. Les travaux vont durer 45 jours et seront axés sur plusieurs modules. Et cette double formation qui est spécialement orientée vers les 100 cadres qui sont chargés, qui sont en front office, qui sont chargés de rédiger les rapports, les procès-verbaux, des discussions et travaux des parlementaires, permettra de fluidifier la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce qu'on gagnera en temps en termes de rendu des travaux, des discussions, des débats parlementaires, parce que chaque cadre sera autonome du point de vue de la prise de notes, parce que maîtrisant les deux langues, autonome du point de vue du rendu des débats, et cela nous rendra plus efficaces. La cérémonie marquant le lancement de cette formation a été présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Hilarion Eton, représentant du président de la Chambre. Une fois formés, les cadres récipiendaires pourront être évalués dès la session parlementaire de novembre 2020. Nous le disions en titre, il faut éviter de tomber dans la psychose et par ricochet, éviter des réactions disproportionnées. L'avis est du docteur Raoul Soumo. Le géostratège a analysé pour nous les récentes explosions survenues dans la capitale politique du Cameroun. Orient donc. Ils produisent davantage des effets psychologiques car en effet, l'un des objectifs des attentats est la désorganisation de la société. Un faisceau d'indices laisse penser que les insurgés anglophones ont fait le choix de sortir de leur ère opérationnelle. Ils veulent montrer aux autorités camerounaises qu'ils peuvent frapper n'importe où et à n'importe quel moment. Il est clairement établi que ces actes ne portent pas la signature de Boko Haram et les explosifs qui ont été trouvés ressemblent étrangement à ceux que l'on a eu à Douala par exemple. Donc clairement les insurgés anglophones sont sortis de leur ère opérationnelle, veulent démontrer leur capacité de nuisance aux autorités camerounaises, veulent en suscitant la peur provoquer une réaction disproportionnée à l'issue de laquelle on enregistrerait très probablement davantage de personnes radicalisées parmi les anglophones. Tel est donc le challenge des autorités après les derniers événements récemment vécus à Yaoundé. C'est vrai que c'est l'enquête qui va mieux déterminer l'origine de ces engins explosifs. Mais une chose est sûre, compte tenu de la configuration géopolitique locale, on peut aisément penser que, selon toute vraisemblance, c'est les insurgés anglophones qui ont intérêt
à délocaliser leur guerre sur Yaoundé. Mais je le maintiens, c'est les enquêtes qui vont déterminer justement l'origine de ces bombes. À côté de toute cette atmosphère, on observe tout de même une capitale politique plutôt calme. La réaction, l'absence des réactions des autorités camerounaises traduit au moins une chose. Elles ne pensent pas que ces différents incidents constituent une menace réelle à la sécurité. Ça, c'est la première hypothèse. La seconde hypothèse serait que, voilà, les autorités privilégient des actions en souplesse, des actions de renseignement. Dans tous les cas, le processus de sécurisation qui aurait conduit à la prise des mesures exceptionnelles n'a pas encore été enclenché. Preuve que la situation est encore sous contrôle. La situation peut encore être facilement maîtrisée sans que des mesures exceptionnelles soient prises. Au-delà de tout, il faut surtout éviter de tomber dans la psychose, pense le géostratège. Selon lui, se laisser prendre au piège de celui qui pose les bombes pourrait susciter une réaction disproportionnée. L'un des objectifs recherchés par ceux qui posent les bombes, c'est de faire peur. Et aujourd'hui, l'enjeu pour les populations et pour les autorités, c'est de ne pas tomber dans leur piège. Il s'agit d'éviter la psychose et toutes les conséquences négatives qui pourraient en découler. Aujourd'hui, il est très facile pour n'importe qui de fabriquer une bombe. Les composantes sont disponibles sur le marché et de ce point de vue, il est quasi impossible, en vertu du principe de la discontinuité de la défense, de suivre chaque citoyen camerounais. Donc aujourd'hui, l'enjeu est celui de l'identification des sources d'opposition, de ceux qui posent ces bombes et en vue de leur neutralisation. Mais en plus d'arrêter le poseur de bombes, l'enjeu est celui de déconstruire les mécanismes qui produisent les poseurs de bombes. La ville de Yaoundé, depuis le mois de juin dernier, est sujette à des explosions de bombes artisanales. Le dernier événement en date est un colis suspect reçu au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Autoroute Yaoundé-Douala, une descente sur le terrain ce jour par le ministre des Travaux publics a permis d'évaluer le taux d'avancement des travaux, mais aussi d'échanger avec l'entreprise en charge sur les raisons d'une demande de prorogation de délai de livraison du dit chantier. Les détails dans ce reportage. L'autoroute Yaoundé-Douala vise à construire un réseau routier moderne d'environ 215 km entre les deux plus importantes villes du pays que sont Yaoundé et Douala. En plus des 60 km qui constituent la phase 1 du projet, il est également attendu dans le même package la réalisation d'une vingtaine de kilomètres de voies de rétablissement. Sur le terrain, le revêtement est achevé sur les premiers 40 km et sur les derniers 20 autres, les travaux sont en cours, notamment le terrassement. Les travaux de construction démarrés le 13 octobre 2014 devraient être livrés d'ici la fin du mois de décembre 2020. Mais vous savez, avec les difficultés que nous avons connues, les problèmes de libération d'emprise, le Covid-19 qui a intervenu, l'entreprise nous a proposé une date de 31 octobre 2021 que le ministère des Travaux publics a rejeté carrément. Nous avons examiné ensemble avec cette entreprise son programme en fonction des rendements que nous maîtrisons. Nous pensons que au 31 mars 2021, les travaux seront achevés. Mais à ce jour, il faut le noter, le ministre des Travaux publics n'a pas donné cet accord parce qu'il entend apprécier jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à la fin du délai contractuel, tous les efforts que doit faire l'entreprise. L'entreprise justifie sa révision de délai du fait de certains points critiques observés sur le terrain. Pour elle, le paramètre à délai tient compte des points rocheux et bien d'autres. Notre projet, il a été érigé sur des grands déblais rocheux, surtout rocheux, et dans les zones marécageuses. Les zones marécageuses, comme vous le savez, monsieur, c'est des zones où la portance du sous-sol, elle est médiocre. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir asseoir notre projet autoroutier sur un mauvais sol. De ce fait, il faut procéder au purgeage des mauvais sols et le remplacement par les matériaux rocheux là que vous voyez. Tout ça, ça prend beaucoup de temps pour le faire. Au-delà de cet accord de timing qui fait problème, il faut dire que dans la suite du projet, la phase de raccordement est déjà en pleine négociation. Il faut dire aujourd'hui que nous avons la phase de raccordement
raccordement à Boumiébel, 13 km à partir de Bibodi, raccordement à Yaoundé, qui jusqu'à la porte centrale fait 10 km, dont 6 km jusqu'au giratoire de Colbisson. Cette mise en circulation, cette construction de ces raccordements et la mise en circulation sont déjà en négociation avec l'entreprise CCC chinoise, qui est l'entreprise mère de CETEC, qui fait ces travaux. Donc à date, nous attendons cette offre. Le coût prévisionnel des travaux de la première phase de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala est évalué à environ 423,6 milliards de francs CFA, soit 355,2 milliards hors taxes. Lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun, le gouvernement a signé ce jour une convention avec la société Meditest Sal. Il s'agit d'une convention de délégation de services publics relative à la mise en place des dispositifs de tests de Covid-19 et de désinfection, voire décontamination dans les zones frontalières, aéroportuaires et portuaires. Une fois de plus, Mireille Sabdier. Le gouvernement camerounais ne les signe sur aucun moyen en ce qui concerne la lutte contre la Covid-19, notamment au niveau des lignes d'entrée et de sortie du pays. Tant on sait que la réouverture des frontières internationales dans un contexte de pandémie demeure une préoccupation majeure. D'où la mise en place d'un dispositif de surveillance sanitaire des personnes et des biens à l'entrée comme à la sortie des frontières. C'est la société Meditest Sal qui est choisie par le gouvernement pour assurer ce service d'ordre public. En effet, Meditest est une société qui va investir pour les tests Covid-19. À l'arrivée, est un départ du Cameroun. Son objectif s'inscrit donc dans la vision du gouvernement en général et celle du ministère de la Santé, en particulier, notamment selon les principes des 3T. Traquer, tester, traiter. En effet, Meditest Sal est une entreprise de droit camerounais qui bénéficie des expertises conjuguées d'une part de la société Mediline Medical Cameroun SA, distributeur agréé au Cameroun des tests de Covid-19, de la société coréenne de renommée mondiale en diagnostic in vitro SD Biosensor et d'autre part de la société Chi System Sal spécialisée dans le développement de solutions informatiques et big data. La signature entre le gouvernement du Cameroun et Meditest Sal est une autorisation du Premier ministre Diongoti. Au moment où en Occident nous voyons une deuxième vague de la pandémie sévir, au moment où au niveau national nous avons une courbe descendante, nous pensons qu'il est bon de sécuriser notre pays. En réalité, il s'agit de, comme je l'ai dit, de minimiser les risques, n'est-ce pas, d'importation d'une nouvelle vague du virus dans notre pays. Au niveau des aéroports internationaux de Yaoundé et Douala, par exemple, seules les personnes ayant obtenu un résultat négatif au test Covid-19 datant de moins de 72 heures auront l'autorisation de quitter le territoire national ou d'y entrer. Les passagers testés positifs à l'arrivée seront dirigés dans des formations hospitalières spécialisées dans la prise en charge du Covid-19, suivant instruction du ministère de la Santé publique. Toujours dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, on va signaler que le centre de dépistage et de prise en charge des patients positifs à la Covid-19 de Bonasama est fermé depuis 2 mois déjà. La raison, la démotivation du personnel parce que ne percevant pas leur salaire et leurs primes. Dites-vous, Inès Pangan. Rendu sur le site de l'école maternelle publique de Bonasama ce 18 août 2020, ce sont les chaînes et le gros cadenas sur les portes d'entrée qui accueillent l'équipe de reporters. Les affiches sur les murs de cette école renseignent que c'est ici le site choisi pour le dépistage et le suivi des patients testés positifs à la Covid-19 dans l'arrondissement de Douala 4e. Dans l'incompréhension, nous nous rendons à l'hôpital de district de Bonasama, situé à quelques mètres de là. Ici, les responsables disent n'être au courant de rien. À la quête de l'information, une source nous révèle que ce centre est fermé depuis 2 semaines déjà. La raison, la démotivation du personnel qui a choisi d'abandonner le centre parce que ne percevant pas de salaire et de primes.
On se rappelle qu'au lancement de la décentralisation du plan de riposte dans la région du littoral, le 13 juillet dernier, la sonnette d'alarme était déjà tirée par le responsable du district de santé de Bouna-Sama. Nous serons terminés ce propos en exprimant de manière la plus forte la démotivation accrue des équipes du SGI du district de Bouna-Sama, due au non-paiement des primes des équipes depuis 3 mois. Les équipes pourtant très dynamiques et motivées, mais aujourd'hui démoralisées et toujours présentes sur le terrain. Par ailleurs, les équipes qui ne comprennent pas le 2 poids, 2 mesures, car les équipes de la délégation sont payées régulièrement, pendant que celles du district à pied d'œuvre depuis avril n'ont jamais reçu un radis. Pourtant, nous luttons tous pour éradiquer la Covid-19 dans la communauté. Ces équipes qui doivent se déplacer quotidiennement, ayant abandonné leurs activités génératrices de revenus pour se consacrer totalement au SGI, sont au bord de l'arrêt de travail, malgré toutes les paroles mielleuses qu'elles peuvent entendre. Un discours pourtant fait en présence du gratin administratif de la région du littoral, dont son gouverneur et son délégué régional de la santé publique. Près d'un mois après ce 13 juillet, le centre est fermé. Une fermeture qui se fait alors que le MinSanté, dans un tweet, dit craindre une deuxième vague de Covid-19 au Cameroun. Toujours en santé, alors que les autorités annoncent un risque de deuxième phase de la pandémie du coronavirus et appellent les populations au respect des mesures barrières, force est de constater que le port du masque n'est plus à la mode au Cameroun, notamment dans les grandes métropoles. Reportage. Le geste aurait pu être salué, mais la suite de l'action nous ramène à la réalité ambiante. Aujourd'hui, il est difficile à Douala de rencontrer des personnes portant leur masque. Je n'ai pas porté le masque aujourd'hui parce que moi je me sens très mal à l'aise quand je mets le masque. Mais j'encourage ceux qui portent parce que c'est en force de porter comme ça qu'on lutte contre le coronavirus. Et moi et d'autres gens ne prennent pas l'exemple sur moi pour me considérer une mauvaise personne parce que je ne suis pas mauvais. J'aime le masque, j'adore mon pays et je ne veux pas que la maladie attrape mon pays. Il ne faut pas que les gens prennent l'exemple sur moi en ne pas porter le masque. Gêne et problèmes respiratoires sont des raisons avancées. C'est parce que ça nous empêche d'être à l'aise. On respire vraiment difficilement. Mais de temps en temps, on a ça dans le sac. Mais malheureusement, comme ce n'est pas tellement obligé, on préfère être à l'aise comme ça. C'est pour ça que d'habitude, c'est pour ça que je mets souvent comme ça. Pour porter ça, ça nous gêne parce qu'on ne prend pas le relais. On souffle seulement. Et pourquoi on ne pourrait pas? Bon, j'ai souvent l'habitude de porter le masque. Je n'ai pas pu porter ça aujourd'hui parce que quelquefois même ça m'étouffe. Je suis étouffé par ça. Parce que souvent j'ai les problèmes de respiration. Loin du volet sanitaire, il y en a qui disent avoir retiré pour un court instant. J'ai le masque là-bas. Présentement, je suis en train de manger, si vous le constatez. Je porte régulièrement le masque. C'est comme m'appeler d'un coup comme ça, j'ai oublié ça sur la table. Si on va là à la maison, maintenant vous allez voir le masque. Donc j'ai au moins 4 ou 5. Toutefois, ces Doualais sont conscients de la menace, mais chacun a son avis sur la question. On a peur de la maladie, on se dit que bon, peut-être on sera épargné. Ce n'est pas parce que vous portez le masque que vous ne serez pas malade. On a peur de ça, mais le problème c'est que seulement Dieu qu'il nous protège. Non, la maladie c'est la maladie. Le Covid, c'est une maladie comme tous les autres. Si ça attrape quelqu'un et il meurt, c'est que c'est son temps qui est arrivé. Moi, je ne vois pas. C'est une maladie comme tous les autres. Les autorités sanitaires annoncent un risque de résurgence de la maladie à coronavirus et appellent les populations au respect des mesures barrières. En éducation, les parents de la ville de Douala apprécient diversement la décision du ministre des Enseignements secondaires d'interdire les cours de vacances, pendant que certains disent ne pas comprendre les motivations de cette décision. D'autres, par contre, disent apprécier cette décision du MINSEC. Inès Panga. La Covid-19 ne peut être une raison pour interdire l'organisation des cours de vacances dans les établissements scolaires privés et publics, pensent certains parents de la ville de Douala. Si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'on a laissé les élèves composer? Donc il faut aussi penser à ça. Ils devaient même plutôt prendre les mesures comme les autres sont en train de faire pour composer maintenant. Moi je ne trouve pas la différence. C'est mieux que les enfants vont à l'école. Je vois qu'il n'y a pas du tout raison de temps puisque
pour le Covid-19, si l'enfant est à l'école ou à la maison, si le Covid va venir, ça va toujours venir. La décision du ministre des Enseignements secondaires est incomprise par plusieurs parents. Premièrement, parce que les enfants sont d'abord restés à la maison pour quelques mois. Donc, le fait qu'ils restent encore là, ce n'est pas bien. Parce qu'il y a d'autres enfants qui ne savent pas lire. Le mieux, c'est qu'il faut qu'on laisse partir au cours des vacances. Et nous, les parents qui sortent de la maison, nous ne savons pas parfois où il y a les enfants. Et les enfants sont devenus même plus faibles que jamais. Depuis au moins 4 mois, ils ne font rien. Ils sont au quartier, ils tournent. Quand tu prends le cahier maintenant, le livre, tu dis à un enfant de lire, il n'arrive plus à lire. Non seulement au quartier, il se balade partout. Il fait n'importe comment. Il est plus exposé. Moi, je me dis qu'en allant à l'école, même là-bas, c'est mieux. De l'embrouille que cette dame est en train de faire. Comment se fait-il que les examens, les élèves sont en train de composer et les cours de vacances devaient être toujours dans les mêmes conditions? Cette femme fait quoi? S'embrouille. Comme à l'université de Boya, qu'elle diront s'embrouiller. Par contre, un autre groupe de parents estime que le ministre est dans son droit et doit faire respecter la réglementation. Le ministre a raison. Il a raison d'interdire les cours de vacances. Oui, quand on a les congés, il faut que les enfants se reposent. Oui. Pas que tous les enfants, tout le temps, sont à l'école. La décision du ministre est bonne. Parce qu'il s'agit de nos enfants et puis il faut les protéger contre ce mal, ce fléau qui est en train de miner la société actuellement. Dans un communiqué signé ce 14 août, Nalova Lyonga interdit l'organisation des cours de vacances dans les établissements scolaires. La raison avancée dans le dit document, la lutte contre la propagation de la Covid-19. 7 jours, le clair-obscur sur la mort de Samuel Ouazizi. Un an après, on continue à s'interroger sur les causes de sa mort. On a souvenance qu'il avait été conduit dans une prison Mani Militari, parti de sa ville de résidence où il exerçait la profession de journaliste. On a également souvenance que le syndicat national de journalistes du Cameroun avait adressé donc une note au président de la République afin qu'il puisse instruire une enquête pour que la vérité soit connue de tous. Avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, nous faisons le round-up de l'actualité africaine. Au Mali, des soldats ont tiré des coups de feu en l'air mardi matin dans le grand camp militaire de Kati pour une raison inconnue. La situation est confuse à Bamako et les activités étaient au ralenti. Le ministre des Finances et de l'économie aurait été enlevé par des hommes armés. VOA Afrique suivra pour vous l'évolution de cette situation dans tous ses programmes. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, soupçonné de mauvaise gestion et de détournement, est entendu mardi par la police à Nouakchott, a-t-on appris auprès de l'un de ses avocats. L'ex-chef de l'État avait été convoqué lundi par les forces de l'ordre. Le Burkina Faso a enregistré à la date du 17 août 2020 un total de 1 13 234 déplacés internes du fait de l'insécurité selon un rapport du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation qu'on assure. Ces statistiques marquent une hausse de 3,5% par rapport au 9 juillet dernier. Les régions les plus touchées par le terrorisme sont le Sahel, le centre-nord, le nord et l'est du pays. Au Niger, 11 otages de Boko Haram, dont 4 enfants, ont été libérés au cours d'une opération menée par l'armée nigérienne dans le bassin du lac Tchad, en territoire nigérian selon des autorités locales. Le Niger fait face à de fréquentes attaques de groupes djihadistes dans le Sahel. Les anciens entraîneurs de l'épopée 90 rassurent, il n'y a aucun conflit entre les entraîneurs et les joueurs de cette génération. Cette mise au point a été faite ce jour à Yaoundé par Jules Fédéry Nyonga et Michel Lecard. Cela fait suite au don des logements décidés par le chef de l'État. Je vous propose à présent un extrait de cet élément sélectionné par notre reporter Olivier Bouzike. À la limite, il n'y a pas de parallèle à tracer entre les joueurs et les encadreurs, chacun à sa place. Et tel que ça se passe en équipe nationale, la seule personne habilitée à toucher la double prime, c'est le patron de l'équipe. Donc, Valérie Nepomniachtchi devait en principe toucher la double prime. Mais tous les autres entraîneurs, soit une mesure spéciale est faite pour nous, ou alors on nous reverse dans le même panier que les joueurs, nous touchons les mêmes primes que les joueurs. Et c'est ce qui s'est fait
en ce qui nous concerne. Donc il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Et en 2014, le chef d'État a donné instruction de nous payer. Ça a été fait vraiment dans l'urgence. On nous a donc payé, pas le double des primes, mais le même montant qui était alloué aux joueurs. Maintenant, quant au logement, on avait déjà un vent. Vous savez, ces choses-là où ça s'est dit, qu'on va avoir des bâtiments, on va avoir des logements, pardon, on va avoir des terrains. Ça se disait, sans qu'on puisse avoir une trace. La preuve matérielle. Donc, on profite donc du fait que, je le répète encore, que la preuve est là et que les joueurs l'ont soulevé et qu'ils ont eu satisfaction pour aller à la suite des joueurs. Et ce qui est totalement normal dans la gestion d'une équipe de football. Ça, on se le dit, on n'est pas là pour faire un procès à tel ou à tel, non. C'est pour affirmer ce qui se passe dans la gestion des équipes de football. Aucun conflit entre joueurs et entraîneurs. C'est pas au moment où on aborde nos 70 ans qu'on va commencer à se donner des coups. On n'en a même plus la force. On a l'âge aujourd'hui de se reposer, de voir monter les autres. Absolument. Pour avoir accompli ce qu'on a accompli au niveau de notre pays, notre cher et beau pays. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette sortie des entraîneurs de l'épopée 90, Steve vous donne rendez-vous demain dans le cadre de l'émission La Nuit du Sport, une émission présentée par Makeda Ledi Nyotom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir une fois de plus.